bon chasseur sous-marin doit savoir rester immobile. Invisible. Dissimuler ses intentions. Attendre le bon moment pour porter son coup. Ni trop tôt, ni trop tard. Puis laisser sa proie s'épuiser avant de la remonter à la surface. Dans un lac de Sibérie, Vladimir Poutine s'adonne à l'un de ses passe-temps favoris. En cet été 2017, le président de la Russie tient sa vengeance. Il est parvenu à influencer les élections présidentielles de son ennemi américain. Il pèse sur les vies politiques des démocraties occidentales. Il est devenu incontournable en Syrie, en Ukraine et ailleurs. Poutine veut redonner à la Russie sa puissance perdue depuis la chute de l'Empire soviétique. Pour cela, au cours de ces dernières années, il a choisi de livrer à l'Occident une nouvelle guerre froide. Voici le récit de cette guerre d'un type nouveau, faite d'affrontements, de négociations, de coups de poker et de manipulation. C'est d'abord l'histoire d'une revanche. Celle d'un homme qui revient de loin, à la tête d'un pays qui revient de loin. En cette année 2012, Vladimir Poutine vient d'être réélu président pour un nouveau mandat de 6 ans. Depuis déjà 12 ans, l'ancien agent du KGB règne sur la Russie. En 12 ans, il a rétabli l'ordre dans un pays menacé d'effondrement, muselé l'opposition, mis au pas les médias. C'est pourtant un homme au ton grave qui, les mâchoires serrées, prête serment. Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации защищать суверенитет и независимость. Le faste de la cérémonie lui sert à masquer la réalité. Il est affaibli comme jamais. Si les rues de Moscou ont été vidées, c'est pour éviter les débordements, qui surviennent tout de même. Depuis des mois, dans tout le pays, les plus grandes manifestations depuis la chute de l'Union soviétique dénoncent des élections truquées et exigent le départ de Poutine. Avec la chute des cours du pétrole, la pauvreté explose et rend insupportable la corruption. Poutine lui-même est accusé d'être l'un des hommes les plus riches du monde. L'inquiétude saisit le maître du Kremlin, cloîtré dans son palais. Alors il contre-attaque, avec une méthode éprouvée. Dénoncer un complot de l'Occident, de l'Amérique, de la CIA. And we do have serious concerns about the conduct of the elections. Russian voters deserve a full investigation of all credible reports of electoral fraud and manipulation.
Ces propos de la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton, il les a découverts comme tous les Russes, à la télévision la veille. Il les présente comme une déclaration de guerre. Она задала тон некоторым нашим деятелям внутри страны, дала сигнал. Они этот сигнал услышали и при поддержке Госдепа США начали активную работу. Les pays qui s'opposent aux États-Unis, qui tentent de rester indépendants, sont soudainement pris pour cible. Ça n'a aucun sens, c'est faux. Mais on a compris d'où ça venait. C'est un héritage de la guerre froide. Comment pouvez-vous expliquer qu'une partie de votre propre peuple se révolte contre vous? Vous dites que ces gens sont des traîtres. Je suis assez cynique pour penser que M. Poutine, étant donné ses capacités de renseignement, savait que les États-Unis et l'Occident n'étaient pas impliqués. Mais il devait convaincre les Russes que le déclin économique et tous leurs problèmes avaient un responsable. L'Occident ne les payait pas. Non. L'Occident leur offrait quelque chose de plus important, une sorte de modèle, une source d'inspiration. Poutine a vu cela comme un défi. Alors, le libéralisme d'inspiration occidentale est devenu un ennemi. Il fallait l'endiguer. Dès lors, Poutine s'efforce de mobiliser son peuple. L'ancien officier du KGB, formé à l'école communiste, se pose en protecteur des traditions russes face au modèle occidental. C'est exactement comme si la Russie était devenue un château encerclé par des ennemis. Et pour lutter contre eux, il faudrait tous se rassembler et s'unir autour de notre chef. Порой объект открытого информационного противоборства и уже точно хорошо срежиссированные пропагандистские атаки. И мы знаем, как искажение национального, исторического, нравственного сознания приводило к катастрофе целых государств. Их нельзя создать. Cette catastrophe, selon Poutine, est la chute 20 ans plus tôt de l'Empire soviétique défait par l'Occident. Alors, à la Russie, il veut redonner son statut de puissance mondiale. Pour mener cette bataille, il réorganise son pouvoir. Il exclut les libéraux et s'entoure de durs. Ils viennent souvent, comme lui, des services secrets ou sont de fidèles oligarques. Son ami Vladimir Yakounine, ancien officier du KGB, richissime homme d'affaires et fervent croyant, devient l'un des membres du premier cercle et qui conseille officieusement le président russe. Après l'effondrement du système soviétique, il semblait qu'un conflit idéologique n'avait plus lieu d'être. Mais quand quelqu'un décrète qu'il possède la vérité, lui seul et pour tout le monde, c'est de la domination. Et cela mène à une nouvelle guerre, quel que soit son nom. Guerre idéologique ou guerre froide. Cette nouvelle guerre froide vise bien sûr le vainqueur de la précédente, l'Amérique, et son bras armé en Europe, l'OTAN. Depuis la chute de l'Union soviétique en 1991, l'Alliance Atlantique a pris pied aux portes de la Russie, dans l'ancien précaré soviétique. La Pologne, la Roumanie ou les pays baltes, marqués par l'occupation soviétique, cherchent sa protection. Mais maintenant, l'heure est aux grandes manœuvres, car les discours nationalistes de Poutine inquiètent ses voisins.
Les États-Unis projettent de déployer à travers l'Europe de l'Est une nouvelle arme à la pointe de la technologie. Un bouclier antimissile. Poutine y voit un insupportable défi à sa nouvelle volonté de puissance. Il vient affronter le camp occidental, au Mexique, à l'occasion d'un G20, un sommet économique où, une fois par an, se retrouvent les chefs d'État. En coulisses, ces sommets servent à se jauger, à négocier, à montrer ses forces. Ils sont l'équivalent moderne des champs de joutes où, autrefois, se défiaient les seigneurs. Il vient avec la volonté de créer un nouveau rapport de force, même s'il n'est pas nécessairement en sa faveur. Ce qui l'obsède à ce moment-là très précis et qui sera au cœur de notre entretien, c'est la défense antimissile que les États-Unis ont décidé d'organiser à l'est de l'Europe et qu'il perçoit comme un acte hostile. L'OTAN est le système militaire et politique du monde occidental. De ce point de vue, si la menace du communisme a disparu, notre question est toute simple. Pourquoi l'OTAN s'accroît-elle ? Je lui fais comprendre que la défense antimissile ne doit pas être dirigée contre la Russie, mais doit protéger l'Europe d'éventuelles attaques venant de l'Iran, puisque c'est à ce moment-là que la menace peut paraître la plus sérieuse. Lui fait comme s'il n'était pas pleinement convaincu, et d'ailleurs essaye de montrer, dessin à l'appui, que la défense antimissile vise la Russie. Poutine sait que l'Iran n'est qu'un prétexte, mais il espère se faire entendre du vrai patron de l'OTAN, qu'il rencontre pour la première fois en tête-à-tête. En effet, Barack Obama a toujours affiché une volonté d'apaisement vis-à-vis de la Russie. C'était une rencontre tendue, sans aucune chaleur. Poutine a longuement sermonné le président Obama sur tous les méfaits des États-Unis au cours des dernières années, à commencer par l'élargissement de l'OTAN sous l'administration Clinton. Le président Obama a essayé de s'adresser à M. Poutine dans un esprit de logique. Mais cette logique n'était pas nécessairement partagée par M. Poutine. Quand quelqu'un vous dit « Bon, écoutez, je fais venir mes tanks, mon matériel militaire dans votre arrière-cour. Mais restez calme, ce n'est pas dirigé contre vous. » Vous le croiriez ? Nous avions aussi un argument géopolitique. L'Occident devait pousser son avantage pour avancer vers l'Est, afin que la Pologne, la Hongrie ou l'Estonie restent hors de l'influence russe. Les États souverains devraient pouvoir choisir s'ils veulent ou pas faire partie de l'OTAN, s'ils veulent ou pas appartenir à l'Union européenne. Qui est la Russie pour leur dicter leur choix ? Dès lors, le bouclier antimissile en Europe de l'Est est non négociable, lui dit Obama. La conférence de presse est glaciale. Au fond, aux yeux d'Obama, que pèse Poutine, à la tête d'une nation au PIB égal à celui de l'Espagne? La rencontre s'achève sur une mésentente entre les deux hommes. Ils ne considéraient pas la Russie comme un partenaire égal. Bon ou pas bon, mais en tout cas égal. Ce comportement dénotait un sentiment de supériorité. Une manière de signifier « Vous n'êtes pas à mon niveau, alors filez droit. » Je n'ai pas senti qu'il y avait une bonne relation entre le président Obama et Vladimir Poutine. Pour je ne sais quelle raison, leur rapport était mauvais. Je pense que cela a contribué à la dégradation des relations entre nos deux pays.
Poutine se sent méprisé par Obama. Un détail, mais qui compte à ses yeux. L'Américain n'a même pas essayé de dire un seul mot en russe, alors que lui, on a placé quelques-uns en anglais. Si je connais 2 mots en chinois ou en allemand, dans des négociations, je trouverai un moyen de les utiliser pour montrer mon respect. L'humiliation, c'est vrai que c'est sans doute le fil conducteur psychologique de toute cette affaire. Ce sentiment supposé d'humiliation vis-à-vis d'un Occident qui aurait presque organisé la chute de l'URSS, en oubliant que l'URSS s'est effondrée quand même sous le poids de sa propre inefficacité. Poutine est très russe. Les Russes ont un complexe d'infériorité. L'Occident ne nous prend pas au sérieux. Il nous considère comme une sorte de petit frère attardé qu'on peut maltraiter et insulter en permanence. Ils ont constitué une grande puissance à l'égal des États-Unis. Et maintenant, plus personne ne les écoute. Non seulement les Occidentaux ne l'écoutent pas, mais partout ils avancent leurs pions. En Syrie, en cet été 2012, un vieil allié de la Russie, Bachar el-Assad, est confronté à un soulèvement. Ses opposants sont armés par l'Europe et les États-Unis. Pour Poutine, pas de doute, l'Occident ourdit un changement de régime. Comme en Irak en 2003, comme en Libye, où Kadhafi vient d'être assassiné. Quand Vladimir Poutine a obtenu la vidéo de l'assassinat de Kadhafi, il l'a regardée en boucle. Et l'a regardée encore et encore. Apparemment, il en a fait de même avec la vidéo de l'exécution de Saddam Hussein. Il a pris tout ça très personnellement. Je pense que Poutine l'a regardé en se disant que quand on s'oppose aux États-Unis, qu'il y a un vrai combat, une vraie confrontation, on ne doit s'attendre à aucune clémence. À Poutine, ces printemps arabes rappellent singulièrement les manifestations contre lui quelques mois plus tôt. Alors, pour contrer les Occidentaux en Syrie, il soutient à bout de bras un régime au bord de l'effondrement. Mais le 21 août 2013, survient un événement qui, pour Poutine, va changer la donne. Son allié syrien bombarde un quartier tenu par l'opposition avec des armes chimiques. I don't rule this out, but let me draw your attention to one absolutely essential thing. Certainly, those pictures are just hideous, but they don't prove anyone guilty. We don't have any evidence showing that it was the regular army of the Syrian government that used those chemicals. We don't even know at this point if those were chemical weapons or just some hazardous chemicals. Si Poutine conteste les faits, c'est que Barack Obama, un an plus tôt, a annoncé une ligne rouge. Toute attaque chimique du régime entraînerait une riposte militaire. Son allié syrien pourrait chuter. Le 31 août, Français et Américains informent la Russie d'une intervention imminente. Nous savions que les Russes étaient sur le terrain. Nous les avons fortement incités à mettre leur personnel en sécurité, car en cas de frappe, ils étaient vulnérables. Moi, mon interprétation, justement, du rapport de force, c'est que la Russie, sur le plan militaire, elle n'était pas en situation de réagir. Ensuite, le président américain, quelques heures, c'est vraiment une question d'heures, avant que l'attaque coordonnée soit déclenchée, appelle le président français
en lui disant non, c'est difficile, il faut que je consulte, etc. Bon, bref, la ligne rouge, il n'y en avait plus. Obama redoute de s'engager dans un nouveau conflit. Poutine, lui, comprend que cette Amérique n'est peut-être qu'un tigre de papier. Au G20 de Saint-Pétersbourg, qui a lieu 4 jours plus tard, il exploite sans coup férir le recul de son adversaire. Aux yeux de tous, il y a des conversations qui s'engagent entre Barack Obama et Vladimir Poutine. À Obama, Poutine fait une offre que l'Américain n'est plus en position de refuser. Contraindre son allié syrien à renoncer à ses armes chimiques. Alors que c'est eux, très largement, qui avaient fourni des armes chimiques dans le passé aux Syriens, ils apparaissent du coup comme les sauveurs. Alors qu'au départ, le président Poutine avait une mauvaise paire de 7 dans les mains, comme étant capable, au fond, de renverser la donne. Monsieur Obama a été trop sûr de lui. Il a cru que le régime syrien était si faible qu'il pouvait être renversé facilement. Grâce à ce coup diplomatique, une intervention occidentale en Syrie n'a plus lieu d'être. Et Poutine perçoit surtout, leçon capitale, le talon d'Achille de son adversaire américain. Les Russes, à Saint-Pétersbourg, comprennent au quart de tour, M. Poutine est intelligent, très intelligent même, que, au fond, si le président des États-Unis s'étant engagé publiquement, en cas de ligne rouge, à réagir et à frapper, ne le fait pas, ça jette certaines interrogations sur beaucoup d'autres engagements. Il me semble que le président russe a senti que le président Obama ne voulait pas faire usage de la force militaire. Le fait qu'il ne fasse pas respecter sa propre ligne rouge a été interprété par beaucoup comme une faiblesse, en particulier par le président Poutine. Après cela, je crois qu'il ne le craignait absolument plus. Ce sentiment pèsera grandement au cours de l'hiver suivant. À Sotchi, Poutine inaugure ses fastueux Jeux olympiques d'hiver, dont il veut faire un symbole de puissance. Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья. Au dîner de gala, parmi les chefs d'État, assiste un de ses alliés historiques à la tête d'une ancienne république soviétique, le président d'Ukraine, Viktor Yanukovych. L'Ukraine, avec ses 45 millions d'habitants, occupe une position stratégique entre l'Europe et la Russie. Mais Poutine est préoccupé par les sérieux problèmes que rencontre le président ukrainien. À Kiev, sa capitale, la population se révolte contre un dirigeant corrompu et inféodé à Moscou. La foule réclame un rapprochement avec l'Union européenne. Pire, les Américains sont là. Une conseillère d'Obama vient en personne distribuer des vivres aux opposants place Maïdan. Or, Poutine considère que les États-Unis s'étaient engagés, après la chute de l'Union soviétique, à ne jamais intégrer l'Ukraine dans le camp occidental. Nous avons fait face à un coup d'État à Kiev. Certains préfèrent décrire ces événements
comme une révolte de la population ukrainienne contre des autorités corrompues. C'est totalement faux. Le 15 février, tout s'accélère. L'équipe russe de hockey dispute un match crucial face aux États-Unis. En Ukraine, le pouvoir fléchit face à l'opposition pro-occidentale. Un cauchemar pour Poutine, qui redoute que ce pays ne tombe à brève échéance dans l'escarcelle de l'OTAN, qui ne serait alors plus qu'à 500 km de Moscou. Au tir au but, les États-Unis l'emportent, à la grande colère du président russe. Il convoque en urgence son Conseil de sécurité. Son plan, envahir en territoire ukrainien la Crimée. Cette presqu'île est peuplée de russophones et elle abrite une base navale russe. Mais une invasion militaire en Europe n'est pas une décision légère. Poutine réfléchit, consulte. Dans les cercles du pouvoir, certains, les plus durs, souhaitent qu'il passe à l'offensive. Comme Konstantin Malofeev, un oligarque de la jeune génération, un ultranationaliste, chantre de la grande Russie chrétienne. C'était sa décision. D'après ce que j'ai entendu, elle n'a pas été facile à prendre. Il y a eu des débats. La grande question, c'était qu'est-ce qui se passera après? Quelle sera la réaction des Occidentaux, des Américains, qui parrainent cette junte à Kiev? À vrai dire, leur réaction semblait évidente. До свидания, Сочи! Pariant qu'Obama n'osera pas l'affronter, Poutine donne son feu vert. Vladimir Poutine, pendant toute la période des Jeux Olympiques de Sotchi, a été relativement discret. Le 23 février, il clôture les Jeux Olympiques et, au petit matin du 26 février, la Crimée se réveille aux mains de forces spéciales russes débarquées dans la nuit. Un État souverain, l'Ukraine, est envahi par un autre, la Russie. Nous avons été surpris qu'il attaque la Crimée. Nous savions que c'était possible, mais tout de même, ça a été une surprise. Son but était de maintenir l'Ukraine déstabilisée et de s'assurer qu'elle ne se rapproche jamais de l'Occident. Il n'est pas, comme on aime à le penser, surtout aux États-Unis, un grand stratège, un joueur d'échecs. Il joue au blackjack. Ça suppose d'accepter les risques. C'est typiquement russe. Il y a un mot en russe pour ça, a voice, qui signifie à peu près « j'agis et je vois ce qui se passe ensuite ». Obama appelle Poutine. Pendant plus d'1 heure, il le menace. N'allez pas plus loin en annexant la Crimée sous peine de lourdes sanctions. Ce que j'ai retenu de cette conversation, c'est que le président Obama a dit très clairement au président Poutine « Les actions de la Russie sont inacceptables. La souveraineté territoriale de l'Ukraine doit être restaurée. » Pour la Russie, l'objectif principal était de maintenir l'Ukraine comme une sorte de zone tampon entre la Russie et l'OTAN. En fait, ce n'est pas seulement l'Ukraine qui est en jeu. Il s'agit de l'ordre mondial, de l'ordre européen. Indifférent aux menaces occidentales, Poutine va plus loin. 10 jours plus tard, la Crimée est annexée par la Russie au terme d'un référendum expéditif. Son président entre en vainqueur dans le port de Sébastopol. Dans l'opinion russe, sa popularité est au zénith. Sa difficile réélection 2 ans plus tôt est oubliée. Poutine continue d'avancer. Cette fois, dans le Donbass, une région orientale d'Ukraine.
À partir de l'été 2014, des troupes russes, sans uniforme, viennent soutenir des rebelles séparatistes pro-russes face au nouveau gouvernement de Kiev. Une sale guerre commence. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient? À seulement 800 km de Moscou. Que nous restions sans rien faire pendant qu'ils tuaient nos gars? Nous devions nous protéger. Ça veut dire protéger nos intérêts à proximité de nos frontières. Soupçonné par les Occidentaux de financer les séparatistes, Malofeev est l'objet de sanctions. Car pour Poutine et les siens, la guerre a un coût. Добрый день, уважаемые коллеги. Начнем с ситуации вокруг Украины, вокруг Крыма. Une cinquantaine de ses proches sont interdits de voyager et leurs avoirs à l'étranger sont gelés. De sévères sanctions européennes et américaines touchent les exportations de pétrole, le système bancaire, l'armement. Сергей Викторович, что по этому поводу могли бы нам сказать и проинформировать о чем? Президент Обама объявил о новых санкциях, которые касаются примерно 20, опять же, физических лиц и одного финансового учреждения Банка России. Сколько физических лиц? Около 20. Кроме этого, наши украинские соседи... Utilisons notre meilleur atout. Quel est-il? C'est l'économie, pas les rapports de force dans l'Est ukrainien. Car au niveau économique, l'Occident, c'est-à-dire l'Europe plus les États-Unis, pèse 50% du PIB mondial. La Russie n'en représente que quelques pourcents. Les sanctions étaient prévisibles. Mais Poutine ne s'attendait pas à ce que les Occidentaux fournissent au nouveau président ukrainien des centaines de millions de dollars d'aide militaire. Les Américains envisagent même d'aller plus loin. Livrer à l'Ukraine des armes anti-chars aux effets destructeurs. Au sein de mon équipe, nous avons perçu que les Russes étaient sensibles aux pertes sur le terrain. Quand les corps des soldats tombés au front ont commencé à rentrer, les gens n'étaient pas très contents. Et puis aussi les journalistes ont commencé à poser des questions. Nous avons appris que le gouvernement russe interdisait aux familles de parler des morts. Ils gardaient le secret. Bref, ils étaient très sensibles aux pertes humaines. Alors, si on pouvait détruire les chars russes et faire des victimes, cela les dissuaderait peut-être de mener une nouvelle offensive contre l'Ukraine. C'était ça notre idée. Poutine redoute une escalade militaire qui pourrait lui être défavorable. Alors il accepte de négocier. En février 2015, Français et Allemands viennent au Kremlin tenter de mettre fin à une crise qui menace la paix en Europe. C'était une course de vitesse, parce que les séparatistes appuyés par les Russes étaient en mouvement et que l'armée ukrainienne pouvait être encerclée. Mais encore faut-il faire admettre à Poutine l'évidence, la présence de son armée dans l'est de l'Ukraine. Nous avons suffisamment d'informations incontestables pour dire où sont les forces russes. Il ne nie pas qu'il y a des actions armées. Alors il prétend qu'il n'a pas de lien. Je lui dis mais vous avez des liens avec les séparatistes, vous pouvez les appeler. Il dit mais je ne les connais pas. Au téléphone, la chancelière Merkel a dit au président Obama qu'elle ne savait plus quoi faire avec Poutine. Parce qu'à chaque fois qu'il parlait, il mentait. Le président américain doit mettre son poids dans la balance. Le président Obama lui a dit « Vladimir, nous ne sommes pas aveugles. Nous voyons tout ce que vous faites. » Poutine a changé de sujet en ignorant ce que le président Obama avait dit. Alors nous avons mentionné des faits précis. Par exemple, nous avons cité les noms de soldats russes tués en Ukraine. Poutine a répondu qu'ils étaient là-bas en vacances. Pourquoi devrait-il avouer des choses qui pourraient être utilisées contre lui par ses ennemis? Nous sommes en guerre. Poutine est en guerre depuis 2014. Comme on dit, dans l'amour comme dans la guerre, tous les coups sont permis.
La semaine suivante, le 12 février 2015, après une ultime nuit de négociations, Poutine accepte un cessez-le-feu en Ukraine, sans jamais avoir reconnu son implication. Je pense que si on veut caractériser la diplomatie de Vladimir Poutine, toujours dans cette relation de force qu'il veut installer, c'est je vais jusqu'au bout, mais je me laisse toujours une porte de sortie pour éviter que l'escalade puisse être portée à son niveau maximum. Les séparatistes soutenus par Moscou conservent leur territoire, en attendant une hypothétique solution politique. Maître d'un conflit qu'il pourra réactiver à sa guise, Poutine est ainsi assuré que l'Ukraine ne rentre pas de sitôt dans l'OTAN ou l'Union européenne. Mais à quel prix? En mai 2015, la célébration grandiose du 70e anniversaire de la victoire contre le nazisme est en trompe-l'œil. Les sanctions affectent l'économie. Le rouble s'effondre. Même le budget militaire devra être réduit. Aux Russes, il avait promis la gloire, ils le payent chèrement. Les prix s'envolent, la pauvreté s'accroît. Mais Poutine reste sourd aux inquiétudes des milieux d'affaires. Ce qui le préoccupe d'abord, c'est qu'il est devenu un paria à la tête d'un État mis au ban. Humiliation cinglante. Les dirigeants occidentaux ont refusé d'assister à cet anniversaire exceptionnel. Pire, lui qui voulait refaire de la Russie une puissance mondiale est même exclu du G8, le sommet des grands de ce monde. Je pense que ça l'a affecté de ne pas être au G8. Peut-être même davantage que des sanctions économiques. Il se présentait comme un grand leader mondial, mais il s'est vu refuser une tribune planétaire. Plus personne ne voulait le rencontrer. Je crois que ça l'a affecté. En ce qui concernait Obama et d'une certaine manière Merkel et les autres, la porte a été fermée. Il était dans les cordes. Il voulait de la reconnaissance, assister aux réunions, il voulait des appels téléphoniques, et il n'en recevait plus. Alors, Poutine, pour rappeler qu'il lui reste au moins une armée puissante, en est réduit à des provocations. Pour la première fois depuis la guerre froide, des jets russes menacent des navires américains en mer Baltique. En guise de réponse, il ne reçoit que le dédain du chef de la première puissance mondiale. Russia is a regional power that is threatening some of its immediate neighbors, not out of strength, but out of weakness. Il est fou. Peut-être qu'il joue trop au basket. Il a jeté un œil à un globe. Il connaît l'histoire de Stalingrad. Il croit vraiment que nous ne sommes qu'une puissance régionale. Nous sommes la seule puissance au monde qui a une puissance nucléaire égale à celle des États-Unis d'Amérique. Même s'il pense ce qu'il a dit, il aurait été avisé, au moins, de ne pas l'exprimer. Вы меня спросили, там, ваш покорный слуга, друг или не друг? Я не друг, и не невеста, и не жених. Я президент Российской Федерации. 146 миллионов человек. У этих людей есть свои интересы, и я обязан их отстаивать. À la fin de l'été 2015, dans sa luxueuse villa au bord de la mer Noire, Poutine affiche soudainement un visage plus serein. Pour briser l'isolement dans lequel les Occidentaux le maintiennent, il a fini par comprendre que la confrontation est peu efficace. Il a un plan. L'heure de la vengeance a sonné. Elle ira au-delà de ses espérances. Товарищ Верховный Главнокомандующий, в соответствии с вашим распоряжением, боевая авиация наших вооруженных сил... Dans un premier temps, il revient sur le devant de la scène grâce à un coup audacieux, en Syrie.
Il ordonne une intervention massive en faveur du régime de Bachar el-Assad. Des centaines d'avions sont envoyés écraser sous les bombes, des mois durant, l'opposition au dictateur syrien. Pris par surprise, les Occidentaux laissent faire Poutine, non sans arrière-pensée. Nous escomptions que les Russes s'embourbent, comme en Afghanistan, qu'ils doivent dépenser toujours plus de ressources pour soutenir Assad. Mais malheureusement, la Russie n'a pas été épuisée par son intervention en Syrie. Les Russes ne s'embourbent pas en Syrie. Au contraire. Leur intervention permet au régime d'Assad de vaincre la rébellion. Mais à la faveur de cette guerre civile a surgi un monstre. Daesh. Le groupe djihadiste ensanglante le monde. Comme ce 13 novembre 2015 à Paris. Dix jours après, les dirigeants français, qui un an plus tôt sanctionnaient Poutine, se pressent à Moscou pour solliciter son aide face au terrorisme. À l'incontournable maître de la guerre en Syrie, ils demandent de rejoindre la coalition occidentale qui combat l'État terroriste depuis près d'un an. Monsieur le Président, cher Vladimir, nous avons été frappés en France par un acte terroriste. Ce que je viens chercher à Moscou, c'est au moins un accord sur la concentration des frappes de la Russie sur des zones dont on sait qu'elles sont contrôlées par Daesh. Nous avons des traces de ces frappes russes. C'était dans un rapport 90-10 contre les civils et l'opposition modérée, et puis 10 seulement pour Daesh. Le terrorisme, donc, est notre ennemi. Il y a des terroristes qu'il faut combattre de manière extrêmement vigoureuse, mais l'opposition modérée, les civils, non. Et évidemment, les Russes ont habilement joué là-dessus. Loin des caméras, Poutine refuse de soutenir la coalition occidentale contre Daesh. Il défendra Bachar el-Assad contre tous ses opposants, tous assimilés à des terroristes. Le terrorisme ne peut pas être un terrorisme dur, un terrorisme moyen ou un terrorisme doux. Crier « nous sommes contre le régime », ça ne rend pas le terrorisme plus acceptable. C'est ça la réponse. Ses interlocuteurs n'ont pas compris qu'autant qu'une guerre, c'est une bataille d'images que mène Poutine. C'est pourquoi l'année suivante, en mai 2016, Poutine s'offre un show télévisé grandiose pour célébrer sa première grande victoire contre Daesh, la reconquête du fameux site archéologique de Palmyre. Надежды не только на возрождение Пальмира как достояния всего человечества, но и на избавление современной цивилизации от этой страшной заразы, от международного терроризма. Большое вам всем за это спасибо. En se posant en rempart contre le terrorisme, Poutine s'adresse avant tout aux opinions publiques occidentales. Il mise sur le fait que, traumatisés par les attentats, de nombreux Occidentaux seront sensibles à ses postures martiales. C'est ça sa logique de communication. Regardez, celui qui a été le plus lucide, c'est moi, Vladimir Poutine, et c'est la Russie qui permet d'en terminer avec Daesh. La Russie est devenue le seul roc solide dans tout ce chaos. C'est pourquoi différentes personnes, dans différents pays, ont commencé à la considérer comme le gardien de la paix, comme on dit.
L'opération syrienne a démontré à Poutine l'importance et l'impact de la communication. Quand on a un budget militaire 10 fois inférieur à celui des États-Unis, elle est l'arme du faible par excellence. C'est pourquoi il a demandé à son nouveau chef d'état-major, le général Gerasimov, une nouvelle doctrine militaire. Ce sera la doctrine Gerasimov, celle de la guerre hybride. Subversion, espionnage, propagande et cyberattaques doivent façonner le paysage politique et social de l'adversaire. L'élément le plus important, c'est l'information, parce qu'elle ne s'arrête jamais. La bataille de l'information, c'est 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ça ne s'arrête jamais. Et dans cette bataille de l'information, l'Occident, et d'abord les États-Unis, a été désigné comme un adversaire, et même un ennemi. Poutine regarde peu la télévision, se méfie d'Internet, reçoit les informations sur papier. Pourtant, cet homme formé au KGB sous Brejnev sait utiliser les moyens les plus modernes. Такое ощущение, что это какая-то компьютерная игра. Давай, давай, давай. Снаряд. Он не разорвался. Devant un parterre d'invités, Poutine célèbre la réussite de la télévision d'État qu'il a créée pour propager les idées russes dans le monde. Телеканал Russia Today доступен сейчас для 700 миллионов зрителей. И сегодня, когда ситуация в мировой политике, прямо скажем, сложна, как никогда важно, чтобы ваш и наш голос, вашу и нашу позицию слышали. À l'instar des missiles et des pipelines, Russia Today, RT, est considéré par l'État comme un outil stratégique dont le budget est garanti. RT est diffusé en 5 langues dans une centaine de pays. Sur Internet, le cœur de sa stratégie, ses vidéos sont plus visionnées que celles de CNN et de la BBC. Nous voulons de nouveau prendre part à la compétition pour influencer les opinions publiques. Les vainqueurs de la guerre froide ne doivent pas se reposer sur leur laurier. Les États-Unis sont bien sûr un objectif prioritaire de RT. Elle y a ses plus importants bureaux dans le monde. Well, a new report shows viewers are leaving the mainstream media by the drove. So it looks like people are turning elsewhere to get their news. Par exemple, quelques jours après mes débuts ici, il y a eu un mouvement de protestation appelé Occupy Wall Street qu'ils ont couvert, enfin, qu'on a couvert très largement. Police brutality running wild in New York. Notre couverture médiatique était démesurée. Et maintenant, je comprends pourquoi. C'est leur rêve de voir les Américains s'insurger, exprimer leur défiance vis-à-vis du système, de la démocratie et du capitalisme. Leur rêve de voir les Américains eux-mêmes dire que leur système ne fonctionne pas. Since President Obama took office, the country has seen the largest rise of people on food stamps ever. Here in D.C., because we are out here struggling. My name is Daniel Bush. Your top officials say the White House is behind the terrorism of their population and new evidence from 9/11. Il y avait beaucoup de théories du complot. C'était une grande part de leur stratégie. Ils essayaient de tirer avantage des problèmes et des divisions existants aux États-Unis. Aux États-Unis comme ailleurs, la méthode est la même. Diviser, exploiter les failles, toutes les failles. Quitte à relayer l'extrême gauche aux États-Unis, et l'extrême droite en France. Ici, on aime le vin et le cochon. Ici, nous sommes en terre chrétienne. Poutine a compris que les opinions publiques sont le point faible des démocraties occidentales.
Au début de l'été 2016, c'est une leçon qu'il a certainement en tête. Lorsque le secrétaire d'État d'Obama lui rend visite au Kremlin. Well, Mr. President, we're very appreciative for the opportunity to have a serious conversation about serious issues. John Kerry douche ses espoirs d'un allègement des sanctions s'il ne change pas de politique en Ukraine et en Syrie. On lui annonce de surcroît la prochaine inauguration des bases antimissiles à ses frontières. Le plus préoccupant, c'est que 6 mois plus tard, il pourrait avoir à traiter avec quelqu'un de plus inflexible encore. Celle qu'il a publiquement accusée d'avoir donné le signal à ses opposants en 2011. Sa bête noire, Hillary Clinton. La grande favorite des élections américaines qui s'annoncent. He's a very arrogant person to deal with. Like many bullies, he is somebody who will take as much as he possibly can. Russia is trying to move the boundaries of the post-World War II Europe. We've got to get NATO back working for the common defense. Face à elle, Poutine a la surprise de voir surgir un outsider. Un populiste qui affiche des positions favorables à la Russie et critique l'OTAN. You know, Hillary likes to play tough with Russia. Putin looks at her and he laughs, okay? He laughs. Russia doesn't like ISIS any better than we do. Wouldn't it be nice if we actually got along with Russia and you could knock them out together? Wouldn't that be a good thing? The choice for us. Nous avions le choix entre une folle, Clinton, et un hooligan, Trump. Qui préféreriez-vous rencontrer dans une rue? Une folle ou un hooligan? Un hooligan, bien sûr. Car avec un hooligan, vous avez encore une chance. Avec une folle, vous n'en avez aucune. Elle préconisait notamment une zone d'exclusion aérienne en Syrie. À mon sens, elle prenait le risque d'une confrontation directe entre les forces américaines et les Russes en Syrie. Clinton était si russophobe, si néoconservatrice, avec son discours « Je suis la chef du monde global et j'ai une province rivale appelée la Russie qui se comporte mal ». Bien sûr qu'on préférait Trump. Une forme de guerre hybride est lancée contre Hillary Clinton. Des hackers russes se faisant passer pour des Américains produisent plus d'1 million de tweets hostiles à la démocrate. Sur Facebook, leurs messages sont propagés des semaines durant auprès de 126 millions d'internautes. Les médias pro-russes répandent rumeurs et fake news. So in 2015, 96% of the Clintons' charity went to themselves. The rest of their charitable Ainsi, cette seule vidéo est vue par 9 millions d'Américains sur les réseaux sociaux. Nous avons été surpris de constater à quel point l'Occident a eu peur d'une seule chaîne alternative venant de Russie. Cela démontre que l'Ouest est bien plus faible qu'il ne le prétend. Poutine pousse son avantage. Ce que le KGB appelait des mesures actives est mis en œuvre. Une dizaine de conseillers et de proches du candidat Trump sont approchés. Les agents du renseignement américain sont confrontés à un scénario inimaginable. Dans ce qu'ils nomment des mesures actives, qu'aux États-Unis nous appelons actions clandestines, visant à influencer une élection ou un gouvernement, il y a toujours un élément humain. Et je peux affirmer que les Russes cherchaient à approcher des gens. Nous avons obtenu des informations suggérant que certains membres de l'équipe Trump avaient été harponnés par les Russes. Avec cet argument, nous pouvons vous livrer des informations utiles sur Clinton et vos adversaires politiques si en échange vous faites machine arrière en Ukraine. Bref, on vous propose un deal. Fin août 2016, 3 mois avant l'élection, la guerre hybride de Poutine franchit un seuil. Des hackers piratent les ordinateurs de l'équipe Clinton pour dérober des emails qui la compromettraient. Des machines à voter sont également ciblées.
le cœur de la démocratie américaine est attaqué. Cette fois, les services de renseignements américains n'ont plus de doute sur l'origine de l'attaque. Nos agences de renseignement ont été en mesure d'affirmer que la Russie s'efforçait d'interférer avec les élections. Ils ont dit que Vladimir Poutine menait une opération contre les élections américaines, avec pour objectif, premièrement, d'affaiblir notre vie démocratique et de nous diviser, et deuxièmement, d'accroître les chances de Trump et de diminuer celles d'Hillary Clinton. La première réaction vis-à-vis des Russes a été celle du directeur de la CIA, John Brennan, qui en août a appelé son homologue pour lui dire que nous savions ce qui était en train de se passer. Mais l'administration Obama est désemparée face à cette attaque sans précédent. Comment riposter? Un projet de cyberattaque contre les infrastructures russes est envisagé. Nous nous sommes longuement demandé s'il fallait leur faire payer ce qu'ils avaient fait, les punir. Nous avons décidé que nous pourrions y repenser plus tard. Le plus important était de les stopper et de les empêcher de recommencer. La Maison-Blanche décide de traiter l'affaire dans le plus grand secret. Nous étions convaincus que l'objectif principal de la Russie était de susciter le doute, de décrédibiliser et de délégitimer nos institutions. Nous devions donc être très prudents vis-à-vis du grand public. Si nous-mêmes ou le président avions déclaré « voilà ce qu'ils essaient de faire, mais ils ne réussiront pas », eh bien, ça aurait justement semé le doute que la Russie essayait de susciter. Ils pensaient qu'Hillary Clinton gagnerait haut la main. Ils ne voulaient pas créer un nouveau problème politique. Du Obama tout craché, paralysé par l'analyse. Parlons-en, réfléchissons, faisons ce qui est le plus juste. C'est exactement le contraire de Poutine qui ne s'embarrasse pas de toutes les implications stratégiques. Eux, ils voulaient étudier tous les angles, toutes les conséquences. Il y avait plein d'avocats dans la pièce pour être sûr de ne pas enfreindre les lois. Obama choisit donc d'aller s'expliquer les yeux dans les yeux avec Poutine, en marge d'un G20 en Chine prévu de longue date, le 5 septembre 2016. Le président a été très direct. Il a dit à Poutine que nous savions ce qu'il faisait et qu'il devait arrêter, sinon il y aurait des conséquences. Personne, ni M. Obama, ni aucun service de sécurité au monde ne nous a jamais fourni une quelconque preuve de l'ingérence russe. Bla bla bla, nous savons que vous avez interféré. C'est très difficile de traiter avec quelqu'un qui ment constamment. C'est un ancien du KGB. Tous les agents de renseignement du monde ont la même manière de se comporter. À la CIA, nous avons un écriteau qui dit « N'admettez rien, niez tout, faites des contre-accusations ». Il y avait tellement de problèmes qui pouvaient nuire à la campagne électorale de Mme Clinton que je ne sais quel génie au sein de son équipe a trouvé ce prétexte commode. Accuser la Russie d'interférer. Après ça, nous avons constaté que les efforts des Russes pour voler et utiliser des informations avaient cessé, pour autant qu'on le sache. Mais il était déjà trop tard. Ils avaient déjà transmis ces informations à une tierce partie qui, pendant les mois à venir, allait pouvoir les diffuser à tout moment utile. Cette tierce partie est le site internet Wikileaks. Un mois avant le scrutin, le 7 octobre 2016, la CIA rend enfin public ses informations sur l'ingérence russe. The Russian government has engaged in espionage against Americans
Dans les heures qui suivent, Wikileaks publie les emails piratés de l'équipe d'Hillary Clinton, affaiblissant considérablement la candidate. She has no idea whether it's Russia, China, or anybody else. She has no idea. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Dans un scrutin serré où chaque voix a compté, l'ingérence russe des mois durant a pesé sur le résultat des élections. Хочу поздравить американский народ с завершением избирательного цикла. Господина Дональда Трампа с победой на этих выборах, которые были направлены на восстановление отношений между Россией и Соединенными Штатами. L'ancien lieutenant-colonel du KGB a réussi un coup magistral. Peser sur une élection américaine, voire apparaître comme le parrain du nouveau président de la première puissance mondiale. Comme il doit savourer sa revanche. Quel chemin parcouru depuis le temps où, après la chute de l'Union soviétique, dans les années 90, les Américains pouvaient faire de son prédécesseur, Boris Yeltsin, leur obligé. Mais encore lui faut-il obtenir du nouvel élu ce qu'il espère. D'abord la levée des sanctions qui affectent son pays, mais aussi l'arrêt de l'expansion de l'OTAN. En juillet 2017, il rencontre Donald Trump. Enfin, d'égal à égal avec un président américain. Ce tête-à-tête qu'il pense déterminant a été soigneusement négocié avec l'équipe américaine. Le protocole russe a réclamé de longs tête-à-tête. Le président Poutine se considère comme un maître en matière de relations humaines. Poutine espérait créer entre eux une certaine alchimie. Si je vois Trump, si je lui parle, si je lui donne l'impression qu'on est sur la même longueur d'onde, qu'il est brillant, si je le flatte, alors il me donnera ce que je veux. Les Américains ont exigé des tête-à-tête plus courts. Cela peut expliquer pourquoi la rencontre à Hambourg a été interrompue. Ils ne voulaient pas laisser trop longtemps leur président en tête-à-tête avec Poutine. Poutine doit se rendre à l'évidence. Trump ne peut s'engager sur rien. Reste évasif sur tout. Il a les mains liées, si vous voyez ce que je veux dire. Il ne peut pas faire ce qu'il a promis de faire. Aucun accord n'a été conclu. Et nous sommes encore loin du compte. Nous avons perdu du temps. En voulant nuire à Hillary Clinton, Poutine n'avait pas prévu de se trouver face à un président affaibli et une Amérique plus hostile que jamais. Trump a les mains liées, menacé par des enquêtes sur ses relations avec la Russie. Les sanctions ne sont pas levées, mais alourdies par un Congrès rendu furieux par l'ingérence russe. But we're talking about a foreign government that, using technical intrusion and lots of other methods, tried to shape the way we think, we vote, we act. That is a big deal. Je suis encore stupéfaite que Poutine ait pris un tel risque. C'est quelqu'un qui prend des risques, on l'a déjà vu. Mais attaquer les États-Unis, c'est autre chose. Nous n'avons pas fini de répondre. Il doit en être conscient. Nous menons plusieurs enquêtes sur les agissements russes. Il ne s'agit pas seulement des relations entre Trump et la Russie, il s'agit de la Russie. Alors si j'étais Vladimir Poutine, je ne dormirais pas sur mes deux oreilles, parce qu'il ne sait pas où ça va finir. Pour l'heure, Poutine a au moins la satisfaction de voir l'Amérique de Trump empêtrée par une crise politique sans précédent. Il profite de ces circonstances pour s'en prendre au grand allié des États-Unis.
l'Union européenne. Les objectifs de Poutine sont cohérents. Son but est d'éloigner les États-Unis de ses alliés occidentaux en Europe. Les États-Unis restent la première puissance militaire, économique et politique dans le monde. L'Europe, en tant qu'entité politique, économique et militaire, est certes puissante, mais elle peut plus facilement être divisée. Et il le sait. En ce printemps 2017, l'Union européenne, qui maintient son pays sous de sévères sanctions, semble à Poutine particulièrement vulnérable. Il compte déjà un succès. La Russie est soupçonnée d'avoir mené le même type de cyberoffensive qu'aux États-Unis pour influencer le Brexit, le référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Poutine porte une attention particulière à la France, où se déroule au printemps 2017 une élection présidentielle décisive. Le favori, Emmanuel Macron, candidat le moins favorable à Moscou, est soudain attaqué. Des ordinateurs sont hackés. Des fake news relayées par les réseaux russes, comme celle d'un compte offshore. 3 millions d'euros, ça disparaît pas dans la nature. Macron, il est autopognon, c'est la question que se pose tout le peuple de France. Je dis à Poutine au téléphone, parce que nous étions en relation justement sur l'Ukraine ou sur la Syrie, que nous ne tolérons rien, et bien sûr, il m'a dit, mais nous ne faisons rien. En pleine campagne électorale, Poutine affiche son soutien à la candidate d'extrême droite Marine Le Pen en la recevant durant 1h30. Chère Madame Le Pen, ce n'est pas pour la première fois que vous êtes à Moscou. Je suis ravie de vous saluer ici. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir accordé cette... C'est la première fois que Poutine prend aussi ouvertement parti dans une élection occidentale. L'un des principaux relais entre le Front National et le Kremlin est depuis des années l'homme d'affaires Konstantin Malofeev. Marine Le Pen affiche des valeurs et des idées proches de celles du président Poutine. C'est pourquoi elle est devenue intéressante à ses yeux. Cette rencontre est pour Poutine une étape majeure de sa stratégie en Europe. Pour y étendre son influence, il s'érige en gardien d'un bastion conservateur et chrétien face aux changements, aux menaces migratoires, au terrorisme. Comme jadis l'Union soviétique, il s'appuie sur des personnalités, des partis politiques partout en Europe, principalement à droite et à l'extrême droite. Quand ils observent la Russie, ils se disent « c'est possible ». Nous pouvons rendre la France, ou encore l'Allemagne, plus grande encore. Regardez l'Europe. Elle est en plein déclin moral. La famille, c'est une catastrophe. Avec tellement de divorces, il y a les problèmes démographiques. Tous ces problèmes ont une cause. Les Européens ne sont plus chrétiens. Et si vous perdez votre identité, alors préparez-vous à vivre dans un califat. Vous devez absolument retourner à vos racines, redevenir qui vous êtes. C'est ça que nous pouvons apporter à l'Europe. Poutine ne serait-il fort que des faiblesses des démocraties occidentales? Ses ingérences et ses manœuvres peuvent se retourner contre lui. En France, ce n'est pas sa candidate favorite qui l'emporte. Quand des organes de presse répandent des contre-vérités infamantes, ce ne sont plus des journalistes, ce sont des organes d'influence. Russia Today et Sputnik ont été des organes d'influence durant cette campagne qui ont, à plusieurs reprises, produit des contre-vérités sur ma personne et ma campagne. Sous quelque influence que ce soit, je ne le sais. Вы спросили, говорят, что, может быть, вмешивались российские хакеры. Уважаемый коллега, ну как можно комментировать такие вещи? Говорят,
Кто говорит, на основании чего говорит, непонятно. Son désir de revanche lui fait prendre des risques. En livrant à l'Occident une nouvelle forme de guerre froide, il provoque un déploiement sans précédent de l'OTAN à ses frontières. Le plus ironique, c'est que M. Poutine a provoqué tout ce qu'il pensait empêcher. L'OTAN est maintenant plus dynamique qu'elle ne l'a jamais été. Elle est plus proche de la Russie que jamais. Je pense que Poutine est une personnalité complexe. Il est tactiquement très habile et en même temps, il est empêtré dans sa propre rhétorique. À long terme, est-ce une victoire pour la Russie, qui est isolée et sous sanctions? C'est sans doute le prix de sa revanche sur l'Occident. Pour le moment, elle lui permet de maintenir son emprise sur la Russie. Mais cette volonté de revanche, où nous entraîne-t-elle? Jusqu'où Poutine ira-t-il?